Bonsoir. Notre pays a-t-il malheureusement renoué avec la violence? Ce matin, la rue a grogné en plusieurs points d'Abidjan. Les révisions des listes électorales semblent être la raison principale de ces mouvements. Et entamée depuis le 1er août, la 5e édition de la Semaine nationale de la propriété s'est achevée aujourd'hui. Elle avait pour thème cette année la propriété, un engagement citoyen pour la santé et le bien-être. Élu en octobre 2018 sous la bannière indépendante, Olivier Djebidjevami est le maire de Zienoula. Il a annoncé en mars dernier sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Quel est son projet pour la Côte d'Ivoire? Il aura le temps de nous en parler tout à l'heure sur le plateau. Nous sommes jeudi, le porte-parole du ministre des Affaires ministérielles nous fera l'honneur de sa présence sur le plateau. Analyse, débat, nous sommes jeudi. Bienvenue dans le Live Talk. Bonsoir mes chers amis autour de cette table, Serge Kouachi. Bonsoir Brice. Ah, il y avait longtemps que je ne vous avais pas vu en veste. En veste. Hier vous étiez en Gouyavira. Gouyavira. Oui, voilà, on essaie de faire tourner un peu. Hier on a visité la culture cubaine, je pense. Ouais. Allez, aujourd'hui on est un peu plus trendy, plus classique. Oui, bien sûr. En espérant que ça vous fasse plaisir à vous dans vos foyers. C'est pas mal. Ouais. On a ce qu'on appelle une chevelure. Une belle chevelure. Un look d'enfer. Un afro. Ah oui? En afro, c'est comme ça qu'on dit? Un afro, oui. Rayana, bonsoir. Bonsoir, Brice. Ça se passe bien? Ça va bien, tout va bien. Edith Broubleu est en noir. Et en blanc. Et en blanc. Comment tu vas, Brice? Ça va très très bien, merci beaucoup. Sophie Rida, bonsoir. En bleu. En bleu. Comme Edith, bonsoir. Très bien. Ouais, personne ne me demande comment ça va en général. Tout le monde dit Oh là là, ça va. Si, je remarquais, ça va. Ça va, je vais très bien les amis. Tu es très bien habillée. Merci beaucoup. Tu es en noir en plus, comme moi. Oui, voilà. Donc et 3 comme, bleus et puis 3 noirs. Très bien. Une parité. Ouais, en tout cas, pour parler à nos téléspectateurs, on note que parmi tous les immanquables qu'ils ont notés dans leur rendez-vous, il y a le live talk depuis un moment. Et ça nous fait énormément plaisir. Quand on passe dans la rue, on dit ah, j'étais sur le pont aujourd'hui, quelqu'un m'a dit je vous regarde tous les soirs. Et ça fait plaisir. Ouais. Donc je tenais à partager ce compliment qu'on m'a fait avec vous, chers amis. Ça fait doublement plaisir de savoir qu'on nous regarde même ce soir. Ça fait chaud au cœur. Ça fait même ce soir. Alors mes amis, si vous le voulez bien, nous allons faire un tour de l'actualité et égrener les différents points qui constituent l'essentiel de notre tour de l'actu du jour. C'est dans le Live Actu. Ce matin, on vous le disait, nous avons constaté un mouvement de manifestants mécontents. Edith Brou, qui étaient ces manifestants? Que voulaient-ils? Brice, on va surtout se baser sur les faits, parce qu'on a eu beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, surtout des photos de ces manifestants qui tentaient de rejoindre le siège, rallier le siège de la CEI et qui ont été dispersés par la police, par les forces de sécurité avec des jets de gaz lacrymogène. Ce qu'il faut noter également... Et pas que. Et pas que. On a eu aussi des pneus qui ont été incendiés. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'au-delà de cette manifestation, on n'a pas eu malheureusement de porte-parole, en tout cas de porte-parole pour revendiquer ce mouvement. On n'a pas eu d'intervention, de prise de position, en tout cas d'un leader de cette manifestation, qui semblait un peu déstructuré. Raison pour laquelle je ne peux pas m'avancer sur les raisons qui ont motivé cette manifestation aux abords du siège de la CEI. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que 3 jours auparavant, donc le lundi 3 août, on avait déjà eu une manifestation qui s'était tenue devant le siège de la CEI cette fois-ci. Et c'était un mouvement de protestation qui était conduit par le professeur Georges Armand Wounien, qui est le président de la plateforme EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui avait même été reçu, lui et sa délégation composée d'anciens ministres Hubert Oulaye et Danon Dédjé, qui avaient même été reçus par le président de la CEI, et avec qui ils ont eu un échange et qui leur a expliqué les raisons, en tout cas, pour lesquelles l'ancien président Laurent Gbagbo ne figurait pas sur la liste électorale provisoire de 2020. Donc, en explication sur ce plateau hier aussi. Exactement, hier, pendant le live talk et l'after talk,
Je pense qu'il a essayé d'être assez précis, en tout cas, dans ses explications. Mais concernant la manifestation d'aujourd'hui, on n'a pas vraiment eu de porte-parole officielle. À la différence, celle d'aujourd'hui semble moins organisée. Moins organisée. On a même eu des propos qui auraient été prêtés à Marie-Odette Lerugnon. J'ai vérifié sur ses réseaux sociaux, sur sa page Facebook, aucune prise de parole depuis un jour. Donc, il faut rester très prudent et surtout attendre les prochaines heures. Le fait est que cette situation-là a un tout petit peu inquiété les Ivoiriens. Les populations. Les populations, on en parlait il y a quelques jours sur ce plateau-là. Ne sommes-nous pas en train de revivre un remake qu'on n'a pas envie de revivre surtout Absolument pas, absolument pas. Personne n'a envie de revivre ce remake-là. Et moi, c'est ce qui me fait plaisir parce que sur mes réseaux, par contre, moi, j'ai constaté que les Ivoiriens, dans leur ensemble, en tout cas pour ceux qui sont sur mes réseaux, étaient contre justement ce genre de souvenirs. Voilà. On a vu même cette photo qui a fait le tour de la toile de ce jeune étudiant de l'INSA qui avait un masque, qui était en caleçon devant le siège de la maison de la télé. Hautement symbolique dans ce genre d'instant pour dire allez sur sa pancarte, si vous êtes des moutons, allez-y, sortez et battez-vous encore en 2020. Ça a été relié partout sur tous les réseaux. Ça prouve qu'effectivement, dans leur ensemble, en tout cas je pense, pour ceux qui sont autour de moi au niveau de mes réseaux sociaux, les Ivoiriens sont fatigués de ce genre de... Oui. Et en plus, ça a donné lieu à des embouteillages monstres dans la zone de Cocody. J'ai été victime de ces embouteillages-là, oui. Voilà, je peux témoigner. Moi, j'ai vu le feu de chez moi. Non, parce que... Oui, c'est ça. Les fumées noires. Et donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on n'a pas eu de prise de parole du président de l'EDS cette fois-ci. Le nombre, ils étaient relativement... Ils étaient pas aussi nombreux que la dernière fois, le lundi 3 août. Donc, en tout cas, ils étaient peut-être pas nombreux, mais ils savaient se faire entendre. Et en phase 2, en tout cas, ils ont eu beaucoup de forces de l'ordre, parce que le déploiement des forces de l'ordre était assez impressionnant. C'était impressionnant. Ça marche. Merci beaucoup, Edith Brou. Elle prend fin, la Semaine nationale de la propriété, la SNP 2020. On en parle avec vous, Rihanna Assi. C'est ça. Chaque année, en Côte d'Ivoire, se tient la Semaine nationale de la propreté, du 1er au 6 août. J'ai jamais envie de... Ah bon? Du 1er au 6 août sur toute l'étendue du territoire national. Et cette 5e édition donc, de l'année 2020 a porté sur le thème la propreté, un engagement citoyen pour la santé et le bien-être. Alors justement, cette cérémonie officielle s'est déroulée le mardi 4 août à Koumassi, au quartier Remblai. Et selon la ministre Anou Loto, ce choix n'est pas fortuit puisqu'il se justifie par le fait que Koumassi est devenu en peu de temps un symbole en matière de propreté en Côte d'Ivoire. Et cette reconnaissance a d'ailleurs valu un prix au maire de la commune, donc Cissé Bakongo, qui a reçu le prix d'excellence meilleure initiative de propreté. Et pas que ça, il a aussi été fait ambassadeur d'honneur de la salubrité par la ministre. Et tout ça, au vu des actions qui ont été menées pour lutter contre l'insalubrité et tout ce qu'on a pu voir. On a même parlé de ça durant les périodes d'inondation, de comment Koumassi avait su anticiper tous ces risques-là. Et donc voilà, cette reconnaissance lui a été faite. Nous sommes à la 5e édition. Vous en avez déjà entendu parler? C'est justement ça le bémol, c'est une très belle initiative, mais malheureusement, beaucoup de gens n'entendent pas parler. Il faut surtout ça demander, est-ce que les Ivoiriens se sentent concernés par cette semaine? Certaines actions sont menées au cours de cette journée, donc c'est le ministère qui travaille avec des organisations, des ONG qui vont faire du curage, balayer les voies, ramasser tout ce qui est déchets, pour vraiment sensibiliser la population à restaurer un cadre de vie sain. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de communication qui est faite, ce n'est pas assez marqué. Et la population ne s'est pas encore approprié ces journées-là. Moi, j'en ai entendu parler l'année dernière. Je connais le village le plus propre, je pense, c'est sur la route... Kofakwa, je crois que c'est le nom du village. Voilà. Le village le plus propre qui a reçu ce prix-là, je pense, deux années de suite, je crois. Après, Koumassi, c'est vrai que Koumassi a eu un énorme travail qui a été fait par le maire, M. Bakongo. Moi, j'y suis allé, justement, après qu'on ait parlé sur le plateau pendant les inondations, j'y suis allé. À Koumassi? À Koumassi. J'ai essayé de sillonner les rues. En fait, c'est très bluffant quand vous arrivez au niveau du carrefour Djekono, comme on appelait à l'époque, où il y avait le marché. Allez, c'est très structuré maintenant, c'est très propre. Ok, là, il n'y a pas de problème. Au niveau des canalisations, parce que ça posait problème à l'intérieur des ruelles de la commune, c'est bon, c'est réglé, donc il n'y a plus d'inondation. Mais en ce qui concerne la propreté, je pense qu'on devrait encore se mettre au travail. C'est vrai, félicitations, monsieur le maire, pour le travail abattu, mais encore, il en reste beaucoup à faire.
C'est Donc, surtout changer les mentalités. Le jour où on ne verra plus de chauffeurs effectivement, c'est même plus au niveau, C'est plus au ça. niveau de la Non, mais c'est clair, municipalité. là. Depuis la C'est voiture, même plus au la niveau de la voiture. municipalité. C'est la c'est plus responsabilité au des niveau individus. Des Citoyens. individus. Quand vous C'est voyez ça. ce que la municipalité fait pour vous dans ce sens-là, allez, faites un minimum aussi. Voilà. Exactement. Alors des projets sont prévus, notamment le déguerpissement de quelques garages assez anarchiques dans la commune et tout ça. En tout cas, le but de cette édition de la Semaine nationale de la propreté était de sensibiliser. Ça n'a pas été marqué d'une grande communication, particulièrement cette année, parce qu'il y a quand même eu le contexte du Covid, mais tout de même ça s'est tenu. Et voilà. Merci Anna. Justement, d'une journée à une autre, j'ai juste une transition pour retrouver Sophie Aïda. Et cela sera célébré le 25 août prochain. C'est la journée nationale de la solidarité. Exactement. Alors, suite au Conseil des ministres qui a eu lieu hier, mercredi 5 août, il a été décidé que la commune de Marcory va accueillir donc le 25 août, comme tu disais, Brice, le 25 août prochain, la célébration de la Journée nationale de la solidarité, avec pour thème cette année solidarité, valeurs, partage et fondement d'une nation forte. Alors, cette journée est instituée depuis 2007. Vous êtes au courant quand même depuis 2007, Oui, bien sûr, voilà, bien sûr, bien sûr. voilà. Et puis elle mettra à l'honneur cette année les citoyens, les entreprises publiques et privées, les organisations et les partenaires au développement qui ont répondu massivement à l'appel à la solidarité nationale du gouvernement, justement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Donc moi, personnellement, c'est le type d'initiative que j'encourage particulièrement, d'autant plus que je pense que c'est important pour la population de prendre conscience de ce que c'est l'entraide, de ce que c'est la solidarité. Ces derniers temps, on voit beaucoup de manque de solidarité à travers, justement, on peut voir à l'écran, je ne sais pas si on peut... Voilà, on a une image par exemple à l'écran où on voit un accident de voiture avec une victime coincée à l'intérieur, mais juste derrière, si vous regardez, il y a un homme qui est en train de filmer. Donc c'est terrible parce que c'est des images que les gens prennent pour mettre sur les réseaux sociaux, pour être les premiers à faire le buzz, entre guillemets. Et puis on a l'écrivain et activiste Armand Gosse qu'on avait reçu sur ce plateau qui a fait un tweet justement, comme il sait si bien le faire, avec une belle punchline en disant « Que dire de celui qui prend la photo, pour se plaindre que celui qui prend la photo cherche le buzz au lieu d'aider ». Ce pays est une cour de récré. Donc je pense que véritablement, on voit souvent ce genre de scène et c'est important de mobiliser la population autour de cet élan justement de solidarité, ce concept de solidarité, d'entraide. Ok, d'accord. Si on veut se baser sur ce visuel-là, ok, on peut imaginer peut-être que dans la seconde avant ou dans la minute avant, monsieur ait fait le 180 pour appeler les pompiers. Bon, une fois que ça s'est fait, que vous avez eu les pompiers, qu'est-ce que vous pouvez bien faire si surtout vous n'avez pas de cours en secourisme, Oui, par mais- exemple? mais- Vous ne mais pas devez pas filmer. toucher. On n'est pas c'est filmé. clair, ne pas filmer. Après, être ça, c'est de la debout décence. comme ça. C'est pas l'objectif de enfin, filmer je veux en ce dire, moment. C'est faire le buzz, c'est- effectivement. voilà. Le sale buzz. Le voyeurisme des réseaux sociaux. Et puis il y a des scènes aussi où très souvent on a des femmes qui se font agresser dans la rue et puis personne ne bouge, personne ne fait rien parce qu'on se dit c'est une dispute conjugale. Enfin, je veux dire, voilà, il faut mobiliser les gens, il faut sensibiliser les gens. Cette année, on parle de Covid, on parle de ces entreprises, mais il y a d'autres choses. Et Il faut savoir qu'en général, la journée nationale de la solidarité est célébrée de façon éclatée un peu partout dans le pays. Je ne sais pas si pour cette période, spécialement avec la Covid-19, ça sera le cas, mais en général, il faut surtout rappeler que c'est au-delà de ces journées-là, qui sont des journées pour inciter les uns et les autres à des valeurs, notamment celle de la solidarité en l'occurrence, c'est aussi des responsabilités individuelles. Parce que moi, je sais que par exemple, dans mon immeuble, j'ai un voisin qui ne salue personne. Non, ça je le dis. Voilà, mon voisin, il y a un de mes voisins qui ne salue personne. Alors qu'on se dit, bon, cette personne-là peut se retrouver un jour dans une situation où il a besoin de l'aide de ses voisins. Donc il faut qu'ils comprennent que dans cet élan de solidarité-là, pour pouvoir déclencher cet élan de solidarité, il y a des préalables. Donc la courtoisie, le respect de l'autre. Moi, j'aime particulièrement ces nouvelles valeurs qui sont vraiment promues dans ce pays. Du pardon, du souvenir, de la propreté. On est vraiment dans une ambiance famille, bonne famille. C'est des valeurs qui existent déjà à la base. La solidarité, elle est africaine à la base. C'est peut-être parce que avec le développement, tout ce qu'on a... À la base, elle est humaine, je Non, pense. elle est humaine à la base, mais beaucoup Elle plus s'est beaucoup ancrée dans nos perdue sociétés sur certains africaines. continents Oui, et bien elle est sûr. beaucoup plus ancrée ici. Et surtout avec le développement, c'est des valeurs qu'on perd de plus en plus, donc on se rapproche de plus en plus de l'individualité.
l'individualisme qui caractérise certaines sociétés développées. Et c'est là pourquoi on a décidé d'en parler aujourd'hui. Si vous me permettez, je veux profiter pour afficher notre solidarité avec le peuple libanais, Oui, bien sûr. vivant en Côte d'Ivoire aussi. Ouais. Parce que voilà, on a vu également des chaînes de solidarité se développer là-bas, des chaînes de solidarité mondiales. Donc c'est dire qu'on est encore justement dans ces valeurs-là au niveau du monde, mais il ne faut pas forcément attendre qu'il y ait des sinistres avant de. Se mobiliser, oui. Exactement. Ils sont en forme, mes chroniqueurs, ce soir. Et notre invité, il nous vient de la région de la Maraoué, maire de Zienoula depuis les dernières années, et les dernières élections, pardon. Il a décidé de briguer la magistrature suprême. Quel est son programme de gouvernement? Quel projet a-t-il pour la Côte d'Ivoire? Monsieur Djebidje Olivier Vamy est l'invité du Talk. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Thierry, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'être avec nous ce soir pour partager avec nous notre plateau en compagnie de Sophie Aïda, Rayana Assi et Edith Bourbleu. Monsieur Djebidje, vous avez décidé, on le disait tout à l'heure, de vous lancer dans la course pour briguer la magistrature suprême de notre pays. Qu'est-ce qui a motivé, ou qu'est-ce qui motive cette décision? Vous savez, lorsqu'on observe le paysage politique et on entend les discours, on se rend compte que nos responsables politiques, la classe politique, n'a pas bien compris les problèmes des Ivoiriens. Parce qu'on entend toujours des discours arrogants, belliqueux, lorsque les Ivoiriens aspirent tous à un peu plus de quiétude. Donc c'est ce qui a motivé en partie ma candidature. Et dans les cas de figure, il y a un élément déclencheur pour des décisions. Dans votre cas, quel a été cet élément-là? Justement, c'est l'irresponsabilité apparente de la classe politique. Il y a eu un fait particulier? En fait, on est observateurs, nous sommes observateurs. Et quand on voit les tensions qui continuent à aller crescendo et on voit que, bon, manifestement, il n'y a pas de réponse appropriée, la classe politique semble être sourde au cri des Ivoiriens. Il y a un groupe d'amis et moi qui avons décidé d'assumer nos responsabilités. J'ai entendu la classe politique. Vous considérez que vous n'en faites pas partie? Donc moi, je me considérais plus comme un acteur de développement. Je suis un élu local. Je me suis lancé à la tête de la mairie parce que j'ai estimé que je pouvais apporter une petite contribution pour améliorer les conditions de vie des populations. Et là, sur le plan national, si manifestement la situation est trouble, il faut bien que quelqu'un assume les responsabilités pour essayer d'apporter un peu plus d'apaisement et se pencher réellement sur les problèmes des Ivoiriens. Oui, monsieur Djebidje, que pensez-vous du système de parrainage citoyen qui fait maintenant partie des conditions d'éligibilité à la présidentielle prochaine? Sur le fond, vous savez, la charge de la présidence est une charge extrêmement importante et extrêmement lourde. Donc il est normal qu'on puisse donner l'opportunité aux citoyens de désigner ou choisir qui pourrait se présenter à eux. Autrement, on risquerait d'avoir peut-être trop de candidatures et le discours, les propositions pourraient se trouver noyés. Est-ce que vous pensez que vous pouvez réunir, dans le laps de temps qui a été donné par la CEI, vous êtes capable de réunir les 1% de 50% de l'électorat? J'étais informé des conditions d'éligibilité avant de m'engager. Donc si j'estimais que j'en étais pas capable, je pense que je n'aurais pas posé ma candidature. Toutefois, il faut noter qu'on rencontre quelques difficultés sur le terrain. Et je tiens à lancer un appel. Quelles sont-elles? Écoutez, récemment, il y a un jour, 2 jours, il y a quelques collecteurs à moi qui ont été séquestrés au Devers 2 par... Dans quelle région? Dalois, précisément. Okay. Et il m'a été reporté également que des fiches de parrainage du président Afi ont été également déchirées à Dabou. Donc, je voudrais qu'on sensibilise un peu tous nos partisans. Je lance un appel à tous les grands partis politiques d'expliquer à leurs partisans que la démocratie, c'est la libre expression de tout citoyen. Et on a le droit d'aller prospecter, aller demander l'autorisation de se présenter partout sur l'étendue du territoire. Et manifestement, on voit que ce n'est pas totalement possible. Donc, c'est les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et j'espère que les gens vont en prendre conscience et qu'on pourra procéder à cette opération en toute quiétude. Je pense que le président de la CEI vous écoute aussi ce soir. Absolument. Avant la prochaine question, pour enchérir sur celle-là, elle pourra paraître un peu vicieuse. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler un peu comment vous entendez réunir tous les éléments pour ce parrainage-là? Ou vous ne voulez pas dévoiler cette stratégie? Non, elle est claire. Moi, c'est sur le terrain. Je me suis déplacé un peu partout. J'ai envoyé des émissaires un peu partout, expliquer mon programme de société, mon projet de société. Et c'est sur la base du projet de société qu'on
on m'octroie quelques parrainages. Je peux vous dire même, ce n'est pas un secret, que j'ai déjà reçu le parrainage de plusieurs régions. Si vous voulez, je peux vous en citer quelques-unes. Vous aurez la surprise. On est tout oui. Mais j'ai déjà la Niébi-Tiassa, j'ai déjà Lamé, presque Lamé, j'ai le Go, j'ai le Tonkui, j'ai la Marawi, bien entendu, c'est ma région, donc c'est un peu plus facile. Et le Haut-Sassandra aussi, on est presque en voie de finalisation. Bref, disons qu'on avance bien, Mais je voudrais aussi faire une remarque, c'est par rapport à la consolidation des données. C'est vraiment une logistique, on doit saisir les fiches dans un fichier électronique de manière manuelle. Il y a des erreurs de typing, si vous avez environ 40 000 de pertes de données, vous pouvez faire des erreurs de frappe. Donc imaginez-vous 40 000 données rentrées manuellement, il vous faut par personne peut-être une journée pour entrer 200 parrainages. Donc imaginez les effectifs nécessaires pour pouvoir accomplir cette opération. Donc sur le plan fonctionnel, c'est assez difficile. Autrement, si c'est le nombre de parrainages de 1% de l'électorat local de au moins 17 régions de la Côte d'Ivoire, je pense que nous en sommes capables. C'est possible. Sophie Aïda. Alors, Monsieur le maire, la liste électorale provisoire est connue depuis quelques jours et les noms de Laurent Gbagbo et Blé Goudé n'y figurent pas. Donc ce fait a engendré une vague de manifestations de jeunes dans la ville d'Abidjan. On a pu le voir depuis le début de cette semaine. Des manifestations qui étaient réprimées par la police. Alors, quel est votre sentiment par rapport à tout ça, par rapport au fait que leur nom ne soit plus sur cette liste et puis ce qui se passe dans le pays aujourd'hui? Il y a deux volets. Un premier volet, c'est comment vous appréciez la situation, comme Sophie Aïda le disait, de la non-présence de certains noms de leaders sur ces fiches-là. Et après, ces manifestations qui en découlent. Vous en avez peur? Vous appréciez comment? Est-ce que vous pensez qu'on fait face à un remake de 2010? Disons que le président Gbagbo a été acquitté par la CPI. Il a manifesté le désir de rentrer au pays. Je pense que, comme le prévoit notre Constitution, pour tout Ivoirien, la Côte d'Ivoire doit mettre tout en œuvre pour qu'il puisse rentrer au pays. Et je pense que quand on voit la cristallisation autour de ces questions, il y a un sentiment d'injustice qui est ressenti par les uns et les autres. D'où les débordements qu'on peut observer par rapport à la non-présence de son nom sur la liste électorale. Maintenant, sur le plan légal, je ne sais pas pourquoi leur nom ne se retrouve pas sur la liste électorale, donc je ne veux pas me prononcer à ce sujet. Mais les violences qui en découlent démontrent qu'il est plus que nécessaire d'arriver à l'apaisement, d'arriver à une vraie réconciliation. Et c'est un peu le sens de ma candidature. C'est faire en sorte qu'on tourne le dos à toute cette crise, à toute cette violence, et qu'on puisse aller de l'avant dans une Côte d'Ivoire réconciliée. Vous vous dites... Allez-y, Sophie Aïda. Alors, à ce moment-là, si vous étiez élu président, vous allez unir tout le monde et vraiment faire régner la paix. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vous allez faire revenir Absolument. Absolument. Moi, je prends l'unité nationale. C'est le sens de mon discours. C'est pour ça même d'ailleurs que je suis indépendant. Je vais essayer d'être à équidistance de tous les chapelles politiques parce que je pense que c'est impossible de faire l'unité nationale en ayant des positions claniques. Il faut être vraiment, je n'allais pas dire neutre, parce qu'on ne peut pas être neutre, mais il faut être à équidistance de tous ces partis politiques qui ont généré un peu les clivages qu'on vit aujourd'hui. Quand vous dites à équidistance, est-ce que ça veut dire que vous êtes également en rapport? Quand je dis en rapport, vous avez quand même des discussions avec les différents dirigeants de ces partis politiques? J'ai des discussions avec tous les Ivoiriens. Je suis ouvert à tous les Ivoiriens. Moi, mon objectif, c'est de permettre le développement durable de la Côte d'Ivoire par les Ivoiriens, pour les Ivoiriens. Et ça, un préalable, c'est l'unité nationale. C'est la cohésion sociale. On va revenir à cette question-là différemment. Bon, est-ce que vous êtes un tout petit peu courtisé pour l'instant, approché par certains grands partis? Je suis un simple citoyen, donc je ne fais pas l'objet de courtoisie. Un simple citoyen qui brigue la magistrature suprême quand même. Oui, parce que j'ai un vrai projet de société et je pense que je peux apporter mon contribution au mieux-être et au développement de mon pays. Vous parlez de projet de société. Quelles sont les grandes lignes de votre projet de société? Comme je le disais, moi je prône le développement durable de la Côte d'Ivoire par les Ivoiriens, pour les Ivoiriens. Donc quand on parle de développement durable, forcément, on se base sur les triptyques santé, éducation, économie. On voit que sur les piliers de la Côte d'Ivoire, on est confronté à plein de problèmes. Nous, on a identifié les problèmes, on a analysé, on a identifié les problèmes et on a essayé on a apporté même des réponses appropriées à chaque problème identifié. Mais première analyse basique,
quand on essaye d'analyser les problèmes de la Côte d'Ivoire, il ressort 3 grands mots qui minent notre société depuis près de 30 ans. Le premier, c'est le tribalisme. Le deuxième, c'est la corruption. Le troisième, c'est l'incivisme. Et quand on fait cette observation, on se rend compte que chacun d'entre nous a sa part de responsabilité. Chacun d'entre nous a favorisé un parent en faisant fi de ses compétences. Chacun d'entre nous a été corrompu, corrupteur, ou chacun d'entre nous a manqué de discipline, ou en tout cas de dévouement pour la nation. Donc on a tous péché en pensée, en parole, par action, par omission. Pour justement parler de ces... Oui. Mais je voulais dire ceci. Il est important d'en prendre conscience. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle un peu plus d'humilité, un peu plus de tolérance. Quand vous savez que vous-même, vous avez contribué au chaos qu'on vit aujourd'hui, je pense que vous êtes plus prompt à tendre la main et au dialogue. Parce que quand on observe ce qu'on a pu, depuis ces 30 dernières années, ce qu'on a pu voir, c'est que chacun pense que c'est l'autre qui est responsable des problèmes. Chacun pense qu'il est la victime et l'autre est le bourreau. Justement, en parlant de ces problèmes, vous aviez utilisé le terme « notre pays est malade » dans une interview que vous aviez accordée à une presse en ligne. Et vous avez parlé de ces maladies en disant que votre équipe et vous pensiez que les recettes appliquées à Zouenoula et qui se sont révélées efficaces peuvent être appliquées justement, répliquées au niveau national. Quelles sont ces recettes et comment comptez-vous les appliquer et les remettre à ce niveau national justement? La recette, c'est le retour à nos valeurs fondamentales. Qui sont? Union, discipline, travail. Et les autres valeurs qui sont incluses dans notre hymne national. Quand on dit « Salut aux terres d'espérance, pays d'hospitalité, tes légions remplies de vaillance, ont relevé ta dignité ». Donc dignité, tous ces principes profonds dont on s'est éloigné. Vous savez, les Ivoiriens ont perdu leur dignité. Monsieur le maire, je suis désolé de vous interrompre. Nous avons une information de dernière minute que nous souhaitons partager avec nos téléspectateurs. On reviendra à vous tout à l'heure. Information de dernière minute, on vient de l'apprendre, le président Alassane Ouattara, président de la République, donc, vient d'annoncer officiellement sa candidature pour l'élection du 31 octobre prochain. Vous aurez l'occasion de réagir à cette actualité-là, monsieur Diabidje. Et rappelons qu'au bureau politique, le 29 juillet dernier, il avait promis de ne pas décevoir ses militants qui réclamaient sa candidature. Ben, cette chose faite aujourd'hui, on vient de l'apprendre. Alassane Dramane Ouattara est donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Tout de suite, réaction à chaud, monsieur Diabidje? Je n'ai pas vraiment de commentaires à faire. Je pense que c'est le candidat du RAGP. Je ne suis pas militant du RAGP, donc... Pensiez-vous que c'était prévisible, au vu de tout ce qui a pu se passer? C'est difficile. Je vous avoue que je n'avais pas anticipé une telle décision. Tout ce que je peux dire, c'est que aussi bien la candidature de M. Laurent Gbagbo, de M. Bédié ou de M. Alassane, ils ont été choisis par leurs partis respectifs. Et on ne peut que respecter leur décision, la décision de leurs militants. Moi, je suis... que cela aura un impact sur la vie sociale, en tout cas, sur l'actualité sociale de la Côte d'Ivoire dans les prochains jours? Probablement. Mais ce que moi je souhaite, c'est vraiment l'apaisement. Je voudrais dire à tous mes compatriotes qu'on a une réelle opportunité d'exprimer le choix qu'on veut pour les 5 années à venir de notre pays. Il faut saisir cette opportunité. Il faut accorder le bénéfice du doute à nos institutions afin qu'on puisse aller à des élections apaisées. Et si on veut changer les choses, on pourra le faire au travers des élections. Mais si d'emblée on commence à se mettre de la tension, si d'emblée on commence à se faire peur, on risque de ne pas y arriver. Et ce serait dommage. Je pense que tous les Ivoiriens perdraient dans cette histoire. Je m'excuse, tout à l'heure je vous ai interrompu, donc je vous permets de terminer votre phrase concernant donc On parlait donc des recettes, justement, qui étaient de revenir à nos valeurs, donc union, discipline, travail. Vous aviez répondu à cette question, mais comment pensez-vous pouvoir l'appliquer à l'échelle nationale? Il y a 2 choses en leadership. Il faut être exemplaire et par ailleurs, il faut montrer le chemin. Nous, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de nos localités? Quand je suis arrivé, je leur ai dit, vous savez, avant de m'engager, j'ai exprimé mon projet de société. J'ai demandé au président de jeunes que j'avais invité pour leur parler de mon projet de société. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils attendaient d'un maire. Eux tous, de manière unanime, n'ont formulé que des critiques en disant, les élus, on vous voit seulement pendant les périodes électorales et une fois que vous êtes aux responsabilités, il est impossible de vous joindre et vous ne faites plus rien.
Je leur ai rétorqué, je vous dis, vous savez, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu dire qu'un maire ou un élu local est arrivé par un coup d'État. C'est vous qui avez voté pour eux. Quels étaient les motifs? Est-ce que ce n'est pas parce que c'est un parent du village? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on vous a distribué des t-shirts ou quelques billets de 1000 francs? Ou est-ce que c'est le programme? Donc je leur ai dit, regardez bien les programmes des uns et des autres et faites vos choix en fonction des besoins de la localité. Et on a fait beaucoup de sensibilisation par rapport à la responsabilité citoyenne, par rapport à la participation dans le développement local. Et moi-même, j'ai mené plusieurs activités d'intérêt public, de salubrité publique, d'activités, j'allais dire, sociales. Et les gens ont changé de mentalité. Au début, on venait tout le temps dans mon bureau pour me présenter des ordonnances médicales ou pour me dire que, bon, voilà, il y a tel décès, il fallait que je fasse une prise en charge. Je leur ai dit, moi, je ne suis pas venu vous enterrer mes parents, je suis venu améliorer vos conditions de vie. Je suis venu créer des conditions dans lesquelles nos jeunes pourraient s'épanouir. Et je pense que les gens ont compris ma philosophie et aujourd'hui, les gens sont assez contents du travail qu'on fait sur place. Sophie Aïda. Alors, monsieur le maire, vous avez parlé de la mairie de Zouinoula. Vous êtes véritablement fait connaître en Côte d'Ivoire à l'occasion de votre élection à cette mairie en 2018. Pensez-vous que les Ivoiriens soient disposés à confier leur destin à un inconnu, je mets bien ça entre guillemets, de la sphère politique nationale? Vous savez, nous sommes des êtres humains. Les humains ont peur de l'inconnu. C'est pour ça qu'il y a toujours une résistance au changement. Je vous donne l'exemple, par exemple, disons, je ne vais pas prendre l'exemple du restaurant parce que bon, ça peut être interprété autrement. Bon, je vous donne l'exemple d'une boîte de nuit. Quand vous allez dans une boîte de nuit, une nouvelle boîte de nuit, vous pouvez avoir le meilleur DJ, les meilleures serveuses. Si elle est vide, vous rentrez, vous sortez, vous allez dans le glo-glo d'à côté parce que ça vous rassure, vous voyez du monde. Disons que moi, je suis une boîte de nuit neuve avec déjà de la bonne clientèle à l'intérieur. Okay. Voilà. D'accord. Avec un bon DJ. On l'a su, hein, pour les Ivoiriens, Sophie Aïda tout à l'heure disait inconnu, mais dans votre région, on vous a vu en pompier, vous êtes économiste, on vous a vu également en tant qu'éboueur sur plusieurs fronts. Est-ce que vous pensez que ça suffira pour rassurer les uns et les autres, de vous voir autant aux côtés ou dans plusieurs situations aux côtés des populations? Ça fait partie de vos atouts, vous pensez? Moi, j'ai la connexion avec les populations. Même ici à Abidjan, lors de mes séjours à Abidjan, je me balade souvent à Djamé, à Yopougon, au quartier Jesco, à Songon, à Diopo-Doumbé, kilomètre 17. Je suis auprès des populations, on échange. Et je vois que les retours sont positifs. Ils savent que je suis au fait de leurs préoccupations, ils savent que je comprends leurs problèmes. Et il suffit que mon discours soit diffusé de manière plus large et vous verrez que les Ivoiriens sont prêts au changement. Monsieur Djebidje, vous avez un parcours professionnel très intéressant qui a démarré à l'international en 2000 en tant que contrôleur de gestion au sein de plusieurs grosses organisations. Vous rentrez ensuite au pays en 2013 où vous êtes recruté en qualité de responsable de projet d'une importante société spécialisée dans les matériaux de construction. Vous démissionnez ensuite de ce poste. Absolument. Après votre élection à la mairie de Zouinoula en 2018. Est-ce que vous êtes un homme qui prend des risques, un homme à risque, qui aime prendre des risques? En fait, pour moi, ce n'était pas un risque. Hein. Je savais où je m'engageais. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie. On a eu beaucoup. Je suis d'une famille nombreuse avec beaucoup d'amour. J'ai eu une carrière assez intéressante. Quand je suis revenu sur ma terre d'origine et que j'ai vu un peu là où mon père était enterré, les conditions de vie de mes populations, je ne pouvais pas rester insensible. J'ai voulu apporter ma petite contribution. Mais je savais que je ne pouvais pas fournir un travail correct en gardant mes privilèges de responsable projet dans la boîte où j'étais. Parce que bon, voilà, j'avais des responsabilités, donc je devais fournir des résultats. Et je ne pouvais pas dire, bon, je vais être élu, et puis aller de temps en temps à Zouinoula, déléguer tout à un adjoint au maire. Il y avait tellement de choses à faire. Donc je me suis engagé pleinement. Vous ne faites pas les choses à moitié, en fait. Non. Je peux vous dire qu'en 10 mois, j'ai déjà rempli tous mes engagements politiques, toutes mes promesses électorales ont été respectées en moins de 10 mois, sans budget de l'État. Nous irons en reportage à Zouinoula aussi pour le constater. Justement, on parlait d'expérience tout à l'heure, hein, une expérience à l'international. Vous avez été en France, au Tchad, en Libye, au Maroc, à Londres. Qu'est-ce que vous tirez de cette expérience et comment vous souhaitez la partager ou la mettre au service de votre pays? Mais que tous les humains sont formidables et que nous sommes tous des terriens et
ce qui est le plus important dans la vie, c'est les rapports humains. C'est ce que je peux dire en résumé. Monsieur Djebi, j'ai constaté également sur votre site web officiel que vous avez une photo, vous avez les manches retroussées, comme pour dire que vous êtes tout le temps au travail, que vous avez la main en griffe dans le cambouis. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse d'Eddie Ligbo? Parce que c'était ça le symbole que vous souhaitiez partager Pas avec cette photo? retrousser les manches, ça veut dire que je suis tout le temps au travail, je pense que ça doit être ça. Actif. Non, mais il n'y a qu'à lui demander. C'était ça le message? Je n'avais pas pensé à un message particulier. C'est justement quelqu'un qui a pris une photo pendant que j'étais en train de retrousser mes manches à la maison, parce que c'était une photo qui a été prise à la maison lors de c'était lors d'un meeting que je tenais. Alors, chez C'est moi. l'œil de la C'est quoi la communicatrice en fait. Ah, là, Non, vous avez parlé tout à l'heure des jeunes de votre région avec qui vous êtes en contact régulièrement et c'est surtout à eux que vous avez à vous adresser. On est dans un pays avec près de 74% de jeunes. Il y a quelques jours, on parlait d'employabilité, d'adéquation entre la formation et l'emploi. Comment vous comptez, en tout cas si vous atteignez la magistrature suprême, comment vous comptez aider tous ces jeunes en fait qui n'arrivent pas à trouver du travail, à s'orienter, à s'intégrer dans le monde du travail, dans le tissu professionnel? Quel est votre plan pour ces jeunes? Parce que c'est eux qui constituent également la force de ce pays. Déjà, le point focal, c'est la formation. Comme vous l'avez dit, la formation n'est plus en adéquation avec le marché du travail. J'ai identifié 4 grands problèmes au niveau de notre éducation. Parce que on a pu tous le constater, l'école n'est plus que le lieu d'expérimentation de tous les vices de la société. On trouve la violence physique, la violence sexuelle, la drogue, la corruption, et ainsi de suite. Et donc, quand on a fait notre diagnostic, on a identifié 4 gros problèmes. Le premier problème, c'est le sureffectif dans les classes. C'est lié à la démographie, forte immigration, manque de planning familial. Second problème, c'est le niveau des formateurs. On a recruté des enseignants qui n'ont non seulement pas le niveau, mais en plus pas la vocation. Donc comment ils peuvent transférer le savoir correctement aux enfants. Troisième problème, c'est le contenu de la formation, ce dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des filières qui sont devenues obsolètes. Il y a des masters de cabinet. Vous avez un master, c'est pour gérer les cabines téléphoniques. Le quatrième problème, bien entendu, ce sont les infrastructures. Donc nous, on veut faire en sorte de former les jeunes de sorte qu'ils puissent être autonomes à la fin de leur formation. C'est-à-dire, soit ils peuvent être employés ou être entrepreneurs. Que pensez-vous de la formation professionnelle? Justement, on va mettre l'accent sur la formation professionnelle parce que le défi aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, c'est dans la transformation. C'est là où il y a des niches d'emploi, c'est là où il y a la création de richesse. Donc aujourd'hui, quand je parle de mentalité, il faut que les Ivoiriens, je veux le développement durable de la Côte d'Ivoire par les Ivoiriens, pour les Ivoiriens. Et par le changement de mentalité. Par le changement, parce qu'on a on a hérité d'une mentalité de bureaucrate. Une mentalité de bureaucrate ou de rentier. On s'est focalisé que sur les activités de soutien, on a négligé tout l'opérationnel. Il faut qu'on devienne un peu plus opérationnel et qu'on soit dans tous les corps de métier. Merci beaucoup. Rayana. Prenons un cas pratique. Nous sommes au soir du 31 octobre 2020. Vous êtes élu président de la République. Quels sont les 5 premiers chantiers que vous attaquez pour votre gouvernance? La première des choses, c'est de réduire au maximum la corruption. Donc, on va mettre des points de contrôle dans tous les ministères. Second point, c'est de réformer l'éducation. On a des projets innovants, performants, qui vont permettre de pallier aux problèmes. Vous êtes en train de nous les citer dans l'ordre, c'est ça? Oui, parce que comme je disais, moi, je suis dans le développement durable. D'accord. Là, déjà, on a un problème d'éducation, on a un problème de santé, et on a un problème au niveau de l'économie. Donc, on va corriger le problème de l'éducation, on va travailler sur la santé. Grosso modo, on va faire plus de prévention dans la santé. Vous savez, 36% des consultations sont dues au palu. On sait comment prévenir le palu. Quand quelqu'un est malade, non seulement il ne peut pas aller travailler, mais déjà il coûte cher pour pouvoir le rétablir. Donc déjà, si on empêche les gens de tomber malades, on a déjà réglé un gros problème de santé publique. Pareil, l'addiction à l'eau potable, c'est un vecteur, l'eau non potable est un gros vecteur de maladie. On a tout ce qui est problème de diarrhée, de diphtérie ou bien des problèmes de cécité des rivières. C'est des maladies moyenâgeuses qu'on retrouve encore dans nos provinces parce que les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Après, il y a la salubrité, commencer par les problèmes de fièvre jaune et puis de fièvre typhoïde qui sont dus à nos marchés, qui sont complètement infectés, ainsi de suite. Donc, je vais déjà essayer d'assainir l'environnement,
pour réduire le nombre de malades. Après, bien entendu, on va essayer de faire une meilleure allocation des ressources au niveau de nos hôpitaux, remotiver le personnel de santé qui est démotivé. Au niveau de l'éducation, comme je dis, je vais réduire la durée de la formation en faisant un aménagement du calendrier scolaire. Comment on le fait? Un enfant qui va rentrer en 5 ans au CP1 va avoir son bac à 16 ans et son master à 19 ans. Comment nous, on l'organise? On va réorganiser le calendrier scolaire. C'est-à-dire, une année scolaire reconnue selon les standards internationaux, par exemple les standards de l'UNESCO, c'est environ 34 semaines de cours. Ces 34 semaines de cours, si vous les ramenez sur, par exemple, le primaire, qui est 6 ans, vous les multipliez par 6, ça vous fait 204 semaines. Ces 204 semaines, nous, on va les répartir en 10 semestres, c'est-à-dire 5 ans. Un élève va rentrer, par exemple, le 15 janvier, il finit le 15 mai, il a un mois de vacances. Il reprend le 15 juin, il finit le 15 novembre, il a un mois de vacances. Et tous les 1 mois et demi, il aura une semaine de vacances. Donc, comme vous regardez, les temps de récupération de l'enfant sont beaucoup plus harmonieux et suffisants. Ça fait que vous gagnez 1 an au primaire, vous gagnez 1 an au secondaire. Et on réduit aussi la licence, on va la faire en 2 ans, le master, on va le faire en 1 an. En tout cas, vous avez beaucoup de points concernant Donc ça va être moins cher, bien entendu, pour les parents d'élèves, mais moins cher aussi pour l'État. Et ça fait que les jeunes même vont rentrer beaucoup plus tôt sur le marché du travail, là où ils sont encore le plus performants, le plus corvéables. Bien entendu, on va compléter par un service militaire. Ça, c'est important. Moi, je vous ai entendu 2 fois au cours de cette émission évoquer la question de la corruption. Et d'ailleurs, lorsqu'on préparait cette émission, on a su que vous en faisiez un cheval de bataille. Est-ce que vous estimez que le taux de corruption en Côte d'Ivoire a atteint des niveaux alarmants au point d'en faire un cheval de bataille, une promesse de campagne? Sachant qu'il y a une haute autorité de la bonne gouvernance qui existe déjà depuis quelques années. Je pense que chaque Ivoirien sait qu'on a un gros problème de corruption. Il est énorme et ça bride notre croissance depuis des décennies. Ça, c'est un mystère pour personne. Je ne veux pas donner des chiffres, mais bon, il y a au moins plus de 1000 milliards qui sont détournés au niveau des douanes ou des impôts. Chacun d'entre nous, pour faciliter une démarche administrative, a dû peut-être graisser la patte d'un fonctionnaire. En tout cas, moi, je suis dans le peuple, je vois que c'est des choses courantes. Dès que vous demandez à un fonctionnaire de faire son travail, il va dire « je gagne quoi ?» Ça veut dire quoi? Je gagne quoi? Vous êtes payé par le contribuable, vous dites je gagne quoi? Mais comment comptez-vous remédier à cela concrètement? Comme je dis, c'est par l'exemplarité et la sanction. D'accord. On va mettre des points de contrôle. Par exemple, toutes les démarches administratives seront publiées. Le grand public saura combien de temps il faut pour obtenir tel document administratif. On va essayer de digitaliser au maximum. Exactement ce que j'allais vous demander. On va essayer de digitaliser au maximum. Si on peut faire des paiements électroniques pour réduire même le maniement de cash, on va le faire. Mais toujours est-il, on va mettre des points de contrôle et on va mettre des sanctions. Si, par exemple, un ministre, un ministre de mon gouvernement, ça vise à détourner de l'argent public, c'est qu'il a envie de passer ses vacances à la Maca. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui vole un t-shirt, une corde à linge à Tékoubé, a une peine de mort systématique parce qu'il va se faire lyncher par la population, alors que des gens volent des milliards à des milliers de personnes et j'allais dire même qu'on les adoube. C'est inadmissible. Comme vous avez certainement beaucoup d'autres points à développer, hein, comme je le dis, on aura d'autres occasions de vous retrouver. Monsieur le candidat à l'élection présidentielle, monsieur Diabidja Olivier Vamy. Ma voisine, dont je parle souvent sur ce plateau, était très heureuse lorsque je lui annonçais que c'est vous qu'on allait recevoir, parce que lors de la campagne pour les municipales, vous avez été, j'ai envie de dire... Adulé par la jante féminine. Par la jante féminine. Que ce soit plus explicite. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que vous considérez que c'est un atout? C'est vraiment une question. Mais écoute, en tout cas, c'est flatteur. Je suis bien heureux que les gens m'apprécient. Ça, c'est normal. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Hein. Donc c'est Dieu que je peux remercier. Je ne me suis pas fait moi-même. Je remercie ma mère et mon père. Si tu peux me permettre rapidement, on a bien compris toutes vos propositions, votre programme et tout. Vous avez dit rapidement. Rapidement, on ne nous a pas entendu sur la crise sanitaire de la Covid-19, parce que dans tout ce que vous déroulez, on ne sait pas encore si on aura un vaccin. Quel est votre avis là-dessus? Que pensez-vous de la gestion? Bon, la crise de la Covid-19, c'est un phénomène conjoncturel, ce n'est pas structurel. Toutes les réponses que je vous ai données sont des réponses, ce sont des solutions structurelles. Bien sûr. Mais concernant la Covid-19, je pense que j'étais un des premiers acteurs à intervenir sur le terrain, bien avant même le gouvernement. J'ai fait de la sensibilisation sur tous les points névralgiques de ma commune. Je suis allé sensibiliser les mamans dans les marchés, dans les gares.
J'ai même procédé à la distribution des masques, et ainsi de suite. Et, bon, on n'avait pas de gel hydroalcoolique, mais on a mis en place des dispositifs de lavage des mains à toutes les entrées de la ville. Et tout ça à nos frais, parce que je vous dis, jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu 1 franc de mon budget 2020. Et on n'a reçu pratiquement aucune aide. Bon, pour être honnête, j'ai reçu 200 000 francs et j'ai dû dépenser plusieurs millions pour empêcher que mes concitoyens au niveau de la ville de Senouna soient contaminés. Aujourd'hui, je suis fier de dire qu'on a eu 0 cas de Covid-19 au niveau des Senouna. Ouais. Monsieur Diabidjé, en 30 secondes, un dernier mot. Parce qu'on va recevoir un ministre tout à l'heure sur ce plateau. Oui, regardez la caméra. Ce que je voudrais dire à mes concitoyens, c'est que très bientôt, on sera amené à élire le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Et on vit des périodes extrêmement troubles. Je voudrais appeler tous mes concitoyens à l'apaisement, au calme, à ne pas céder à la tentation de la violence et à faire confiance aux institutions. Allons aux élections. Prions Dieu pour avoir le discernement afin de choisir le projet de société qui sera le mieux approprié pour l'avenir de notre pays. Écoutez bien les programmes de tous les candidats et votez pour celui que vous estimez être le meilleur. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Monsieur Diabidjé, je vous le disais, nous avons l'honneur de recevoir un porte-parole ministériel sur notre plateau. Vous me permettrez d'aller le rejoindre. C'est le porte-parole du porte-parole des affaires ministérielles. Il est avec nous tous les jeudis pour son point de stress. J'espère que vous ne l'êtes pas. Monsieur le porte-parole du porte-parole des affaires ministérielles, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Comme je vous l'ai dit, on ne demande pas à un ministre si ça va. On dit, est-ce que tout va bien? Non, parce que là, je note que vous n'avez pas votre cravate. Oui, non, aujourd'hui, c'est une journée Vous n'avez pas votre voiture, vous êtes décontractée. Vous allez savoir pourquoi. On vous écoute donc, monsieur le ministre, porte-parole, pour votre point de stress. Bonsoir. Ivoiriens et Ivoiriennes habitants de la Côte d'Ivoire, ce soir, 6 août, marque 2 événements majeurs dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. 1. Mon premier mois anniversaire dans mes fonctions officielles de ministre porte-parole du porte-parole certifié délégué au ministère des Affaires ministérielles des ministres. Et cela grâce à votre soutien. Ça s'applaudit, merci. 2. La fin de la réflexion du président de la République dans les jardins botaniques des réflexions présidentielles. Passé ces 2 annonces, la réflexion est individuelle. Ivoiriens et Ivoiriennes, sachez que demain, 7 août 2020, est une journée très importante dans le concert des nations, car c'est la journée de célébration du 60e anniversaire de la Côte d'Ivoire, un pays abritant les Ivoiriens, un peuple original, particulier, spécial, bizarre, stable dans l'instabilité et serein dans l'infidélité conjugale, religieuse et politique. Avant d'attaquer le vif du sujet, je tiens à dire que le Conseil national de sécurité ex-aequo vous a compris. Il est conscient qu'à l'instar du Calao, Rhinoplax vigile, de la grue royale, du gypaète barbu et de la dizaine d'oiseaux rares en voie de disparition, Eskeli, Bana référence, est en tête de liste. Le Conseil de médiation, Ablapoku, featuring Maman Marie, est en discussion avec le Comité national des Comians. Une fois le compromis trouvé avec ces génies, une grâce présidentielle sur mesure lui sera accordée. Car nous savons que sans lui, les agents de l'assaut de l'eau et de l'électricité s'ennuient. Au titre du ministère du Tourisme et des Loisirs, après la tabaski, la tabascule. Un happy round a été improvisé ce matin. En effet, des groupes de happy rounders ont investi les rues afin d'exprimer leur amour pour la CEI. Ils ont fait des bisous aux forces de l'ordre qui, dans une étreinte sensuelle, ont répliqué à coups de matraque, de fouet, de menottes. Bande de coquins masochistes. Nous vous signalons que les pratiques 50 nuances et 366 degrés sont interdites dans les rues d'Abidjan. Les feux de l'amour un peu partout n'augurent rien de bon. Même si ces foyers représentent, ont respecté la distanciation sociale, le Conseil national des restaurateurs n'a autorisé aucun brunch et aucun barbecue. Au titre du ministère des Sports,
L'élection à la présidence de la FIF a encore fait couler des larmes et des commentaires. Pour cause, les candidats ont ajouté à la dextérité de leurs pieds la beauté de leurs doigts. L'État s'interroge. Comment une élection pour le football finit dans une affaire de Miss Côte d'Ivoire 2020 ? Et cela sans que Baby Philippe, le détenteur exclusif du doigté recherché, ne soit impliqué. L'État s'insurge. C'est un scandale. L'État vit un stress sans précédent. Car qui, de Didier Drogba, de Sidi Diallo ou de Sori Diabateba Music, aura la main assez ferme pour diriger la FIF ? Qui aura le doigté adapté pour porter l'alliance du mariage dirigeant et acteur du football ? À 2 doigts d'une crise sans pareille et d'annulation de cette élection, l'État a initié des pourparlers à travers le comité d'évaluation des phalanges. Les discussions seront menées par l'illustre ex-ministre Alphonse Douati. Merci, monsieur. Monsieur le ministre. Au titre de l'Institut national des statistiques, une étude menée par des experts rendue publique par le célèbre auteur Isaïe Biton Koulibaly relève qu'à l'issue d'un sondage international sur l'infidélité, les Ivoiriens, hommes, garçons dué, efficacité de gourou avec ou sans cure-dent, et ce n'est pas notre mère ici présent, joli garçon sans produit ghanéen, qui nous dira le contraire. Nous, fiers Ivoiriens, arrivons en 3e position, derrière les Camerounais et les Togolais. Nous, premiers producteurs de cacao mondial, de buzz et de révélations fracassantes, allons-nous laisser Samuel Eto'o et Emmanuel Adebayor nous humilier de la sorte ? Non. À défaut d'un recomptage des voix, Didier, nous comptons sur toi. Bonne suite des programmes et que Dieu nous garde. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole du porte-parole des affaires ministérielles. En tout cas, vous passez toujours nous apporter cette bonne humeur-là. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Je pense que vous avez souhaité ne pas faire de commentaires ce soir. L'homme propose et Dieu dispose. Merci, monsieur Diabidje, d'avoir été avec nous. C'est la fin du Live Talk. Merci de votre fidélité. Nos programmes se poursuivent avec le film Double Face. Bonne suite de programme sur Live TV et que Dieu vous garde.